Bienvenue dans cette deuxième leçon du cours d'économie du sol et de l'immobilier consacrée aux restrictions aux échanges. Dans la leçon précédente, les restrictions aux échanges portaient sur les prix, donc un prix minimum ou un prix maximum. Dans cette leçon, nous allons voir des restrictions portant sur les quantités échangées, soit une quantité minimale, soit une quantité maximale. Troisième type d'intervention publique, l'État fixe une quantité minimale de sol qui doit être vendue. Donc il fixe un objectif de vente et il veut d'une manière ou d'une autre obliger les propriétaires fonciers à vendre au moins cette quantité et obliger les acheteurs à acheter au moins cette quantité. Dans une économie de marché, la seule manière d'y arriver, donc sans contraindre réellement les acheteurs et les vendeurs par la force, la seule façon d'y arriver, c'est d'une part d'offrir un prix suffisamment élevé aux vendeurs pour qu'ils aient vraiment envie de vendre cette quantité. Donc il faut un prix vendeur relativement élevé pour qu'ils acceptent de vendre cette surface, cette quantité de terrain. Et puis, d'un autre côté, il faut demander aux acheteurs un prix suffisamment bas pour qu'ils aient réellement envie d'acheter tous ces terrains. Donc, on a un prix acheteur faible pour que la demande soit suffisante, et on a un prix vendeur élevé, plus élevé que le prix d'équilibre, pour que l'offre de terrain soit aussi suffisante et corresponde à cette quantité minimale. Comment c'est possible? Comment est-ce qu'on peut avoir deux prix différents? Comment est-ce qu'on peut avoir des vendeurs qui obtiennent un prix plus élevé que ce que payent les acheteurs? La seule solution, c'est que l'État prenne à sa charge la différence entre prix de vente et prix d'achat. Donc il faut que l'État prenne à sa charge ce différentiel, qui est représenté par la différence entre prix d'achat et prix de vente, de façon à ce que l'acheteur paye prix d'achat, l'État ajoute la subvention, et le vendeur obtient vraiment le prix de vente qui arrive à le convaincre de vendre cette quantité, d'aller jusqu'à vendre cette quantité de terrain visé. Alors d'un point de vue normatif, ça a l'air d'être une solution formidable, puisqu'on a d'une part des acheteurs qui réalisent une très très bonne affaire, ils peuvent acheter bien plus de terrain qu'à l'équilibre, ils peuvent les acheter à un prix bien plus faible, donc leur surplus initial correspondant à ce triangle au-dessus du prix d'équilibre a été amplifié pour devenir ce grand triangle correspondant à la quantité de sol qu'ils peuvent acheter à ce prix très faible. Et puis, de l'autre côté, on a aussi un gain de surplus important pour les vendeurs, puisqu'ils peuvent vendre plus de terrain et ils peuvent vendre leur terrain plus cher. Donc leur surplus initial, c'était ce triangle. Leur nouveau surplus, c'est le grand triangle jaune, considérablement plus grand. Donc tout le monde est gagnant dans cette opération. Mais, attention, n'oublions pas que quelqu'un a dû rendre ça si possible. Si ça a été possible, et c'est parce que l'État a versé cette subvention sur chaque transaction, une subvention dont le montant total correspond au produit de la quantité de sol vendu, puisque chaque mètre carré bénéficie de la subvention, et du montant de la subvention par mètre carré. Et donc, le montant total de la subvention, c'est ce rectangle en trétier rouge. Et si on veut vraiment évaluer l'effet net sur les surplus en intégrant l'effet, si on veut, pour les contribuables, il faut soustraire la subvention des surplus obtenus par les acheteurs et par les vendeurs. Cette soustraction du montant de la subvention des deux surplus, je vais la faire en deux parties. Je la fais d'abord du côté des acheteurs et ensuite je la ferai pour le côté des vendeurs. Donc ici, vous retrouvez le grand surplus acheteur rendu possible par ce prix très faible, possibilité d'acheter beaucoup de terrain. À ce surplus, on va soustraire la partie inférieure, si vous voulez, de la subvention, c'est-à-dire la partie de la subvention qui permet réellement d'abaisser le prix par rapport au prix d'équilibre à ce niveau inférieur prix acheteur. Si je soustrais ce rectangle, qu'est-ce qui reste? Il reste le rectangle supérieur qui est en réalité celui que les acheteurs avaient à l'équilibre du marché. Et puis, en négatif, c'est-à-dire il faut déduire ce petit triangle, puisque ça, c'est de l'argent qui a été versé aux acheteurs sous forme de subvention sans que ça s'ajoute à leur surplus. Du côté des vendeurs, c'est similaire. On retrouve le grand surplus des vendeurs rendu possible par la subvention qui a eu pour effet d'augmenter le prix que les vendeurs obtiennent pour leur terrain. Et à ce surplus, il faut soustraire la partie de la subvention qui a permis effectivement d'augmenter le prix par rapport au prix d'équilibre. Donc c'est ce rectangle ici. Si je soustrais ce rectangle du grand triangle jaune, qu'est-ce qui reste? Il reste le triangle inférieur qui correspond au surplus des acheteurs à l'équilibre du marché. Et puis, en négatif, en déduction,
ce triangle qui est de la subvention pour laquelle les vendeurs n'ont pas de gain de surplus, puisque c'est de la subvention qui a été versée juste pour les amener à accepter de vendre, pour boucher, si vous voulez, la différence entre leur consentement à recevoir, leur prix minimum, et le prix d'équilibre qu'ils auraient obtenu sans intervention de l'État. Ici, je mets ensemble les deux schémas précédents. Donc, je retrouve le surplus des acheteurs, déduction faite de la subvention qui leur revient directement, si on veut, qui est ce triangle vert rempli, moins le triangle en blanc. Et ce triangle en blanc qu'il faut soustraire de leur surplus, bien, ça reflète simplement le fait que l'effort financier qui a été fait pour acquérir ces terrains entre Q étoile et Q minimum, eh bien, cet effort financier, qui est le prix payé plus la subvention, dépasse le montant de la valeur que les acheteurs eux-mêmes attachent à ces terrains. Du côté des vendeurs, on a ce triangle jaune qui est leur surplus, le même que s'ils vendaient leur terrain au prix d'équilibre. Mais quand on enlève donc la subvention qu'ils ont reçue, eh bien, il reste ce triangle jaune qui correspond au fait qu'ils cèdent des terrains qui ont une valeur plus grande pour eux que ce qu'ils obtiennent réellement, à savoir le prix moins la subvention versée par le contribuable. Donc si on veut, ils obtiennent, la valeur créée pour à la fois les vendeurs et les contribuables. Si je retire ce qu'ont dû payer les contribuables, eh bien cette valeur nette est inférieure au consentement à recevoir, donc au prix minimum de ces terrains pour les vendeurs. Donc au total, on a un surplus total acheteurs et vendeurs correspondant à ce grand triangle, comme à l'équilibre du marché, moins ces triangles bordés de vert et de jaune. Les acheteurs et les vendeurs sont donc gagnants, mais dans l'ensemble, acheteurs, vendeurs et contribuables sont perdants. Ce qui veut dire que les gains de surplus pour les acheteurs et pour les vendeurs ne justifient pas l'effort fourni par les contribuables. Notez que ce que j'ai tenté d'expliquer pour une contrainte de quantité minimale imposée par l'État, eh bien, s'applique de la même façon si au lieu d'imposer une quantité minimale, l'État décidait de verser une subvention dans le but qu'il y ait plus de transactions sur les terrains. Donc, si on était parti directement de la subvention, qui permet de créer un différentiel entre le prix que payent les acheteurs et le prix que payent les vendeurs, et qui permet de cette façon donc d'avoir plus de transactions, de se déplacer vers la droite par rapport à l'équilibre du marché, eh bien, l'effet de la subvention est exactement le même que ce que j'ai décrit ici pour une contrainte de quantité minimale échangée. Supposons maintenant comme quatrième mesure d'intervention de l'État qu'il souhaite limiter les échanges. Donc il veut imposer une quantité maximale de terrains qui peuvent être vendus. Peut-être parce qu'il veut freiner l'étalement urbain ou parce qu'il veut simplement freiner la croissance démographique sur son territoire. Donc il impose cette quantité maximale qui doit être inférieure à la quantité d'équilibre pour que ce soit une véritable contrainte. Eh bien, ce n'est pas si simple de rationner, parce qu'il veut quand même aussi que ce soit les propriétaires fonciers dont le consentement à recevoir est le plus faible qui vendent leur terrain, et pas à n'importe qui, mais aux acheteurs dont le consentement à payer est le plus élevé. Une façon de s'assurer que ce soit bien ces acheteurs au consentement à payer élevé qui obtiennent ces terrains, qui achètent ces terrains, une façon de le faire, ce serait d'avoir un prix relativement élevé. Donc on aurait un prix acheteur à ce niveau-là, et à ce prix, effectivement, seuls les acheteurs qui ont des consentements à payer très élevés vont acheter un terrain. Le problème, c'est qu'à ce prix très élevé, il y a beaucoup de vendeurs. Et donc il faut, dans ce cas-là, rationner la vente. Il faut contrôler qui a le droit de vendre son terrain. Et ce n'est pas forcément les vendeurs qui ont des consentements à recevoir les plus faibles qui vont pouvoir vendre leur terrain. Ce problème-là, on peut le résoudre avec un prix de vente très faible. Si le prix de vente se trouve à ce niveau relativement faible représenté ici, eh bien effectivement, seuls les propriétaires fonciers qui sont prêts à céder leur terrain, qui attachent peu de valeur, si on veut, à leur terrain, vont effectivement les vendre. Mais alors, cette fois-ci, le problème est de l'autre côté, il est du côté des acheteurs. Il va falloir bien rationner les acheteurs de façon à ce que ce ne soit pas n'importe qui disposé à payer plus que ce prix qui achète le terrain, mais bien effectivement les acheteurs qui ont les consentements à payer les plus élevés. La solution, dans ce cas-là, eh bien, ce serait d'avoir deux prix. Un prix pour les acheteurs élevé pour que ce soit bien ces acheteurs-là qui achètent et pas plus que la quantité visée, et un prix vendeur relativement faible pour que ce soit bien ces propriétaires fonciers qui vendent leur terrain et qu'ils ne vendent pas plus que la quantité maximale. Deux prix,
ça veut dire, dans le cas précédent, ça voulait dire une subvention, puisque le prix des acheteurs était plus faible que le prix reçu par les vendeurs. Ici, c'est l'inverse. Les acheteurs payent plus que ce que les vendeurs devraient recevoir. Eh bien, une manière d'y arriver, c'est d'introduire une taxe. Une taxe qui serait égale à cette différence entre le montant que payent les acheteurs et le montant que reçoivent les vendeurs. Comment ça fonctionne de façon pratique? Eh bien, un acheteur paye le prix élevé PA, l'État ramasse une partie de ce qu'il a payé et ne laisse au vendeur que le prix PV. Notez que ça peut très bien fonctionner dans l'autre sens aussi. On peut aussi imaginer que ce soit le vendeur qui encaisse le prix élevé, mais doit céder une partie de cet argent qu'il a reçu à l'État, au fisc, de façon à ce qu'il ne lui reste que le prix inférieur PV. Donc l'impact de cette taxe qui creuse un différentiel entre prix acheteur et prix vendeur, l'impact est exactement le même que cette taxe soit prélevée du côté des acheteurs ou qu'elle soit prélevée du côté des vendeurs. En d'autres termes, on peut très bien aussi imaginer que les acheteurs payent le prix de vente aux vendeurs, le prix faible, PV, et en plus sont obligés de payer le différentiel de taxes à l'État. Quelles sont les conséquences normatives de cette contrainte sur les échanges de terrain imposés à travers une taxe? Eh bien, elles sont très faciles à observer, puisque nous avons une diminution du surplus des acheteurs. Rappelez-vous, c'était ce grand triangle à l'équilibre du marché, avec l'obligation de payer une taxe ou simplement un prix plus élevé pour acheter leur terrain. Eh bien, leur surplus se réduit à ce petit triangle. Du côté des vendeurs, même chose. Leur surplus initial était ce grand triangle jusqu'au prix d'équilibre, avec un prix plus faible qu'ils obtiennent après déduction de la taxe. Eh bien, ils obtiennent aussi un surplus considérablement réduit. Mais en revanche, il y a une recette fiscale correspondant à ce rectangle rouge qui est égal, dont la surface est égale à la quantité échangée multipliée par le taux de la taxe prélevée sur chaque transaction. De même qu'avant, on avait soustrait le montant total de la subvention des surplus des acheteurs et des vendeurs, ici on va additionner la recette fiscale au surplus des acheteurs et des vendeurs, ce qui fait que le surplus total, ou parfois on dit aussi surplus social, correspondant à ce trapèze. Par rapport à l'équilibre du marché, l'équilibre libre du marché, qui avait un surplus total correspondant à ce grand triangle, eh bien on a perdu ce triangle ici, perdu pour tout le monde, qui correspond simplement au fait que des transactions qui étaient mutuellement avantageuses, où on avait un consentement à payer dépassant le consentement à recevoir, eh bien ces transactions ne sont plus possibles, ne sont plus autorisées. J'ai représenté ici la solution avec la taxe, mais on aurait aussi pu obtenir cet objectif donc de ne pas vendre plus que la quantité Qmax de terrain, on aurait pu l'obtenir en imposant un prix acheteur élevé. Donc on aurait combiné, en fait on aurait imposé un prix minimum sur les terrains, et à ce moment-là on aurait eu ce qu'on a vu avant, c'est-à-dire on aurait eu bien un surplus réduit pour les vendeurs, mais par contre un gain de surplus pour ceux qui ont la chance de pouvoir continuer de vendre. Et on aurait aussi pu imposer cette quantité maximale à travers un prix plafond, un prix maximum que les vendeurs peuvent obtenir pour leur terrain, mais qui est aussi le montant que payent les acheteurs. Et à ce moment-là, on aurait eu comme surplus des acheteurs un grand trapèze, comme dans la situation de la première, et puis on aurait eu le même petit triangle pour les vendeurs. Ce que j'ai décrit là, c'est le résultat d'une contrainte sur la quantité de terrain qui peut être vendu, une contrainte qui est imposée quand même à travers les prix, soit un prix plafond, soit un prix plancher, soit une taxe qui introduit un différentiel entre prix d'acheteur et prix vendeur. Parfois, l'autorité ne va pas imposer un maximum de transactions, mais va taxer les transactions foncières. Eh bien, dans ce cas-là, le résultat est exactement le même qu'ici, c'est-à-dire on a ce mécanisme, toute taxe va créer un différentiel entre le prix payé par les acheteurs et le prix reçu par les vendeurs, que cette taxe soit prélevée du côté des acheteurs ou du côté des vendeurs, ça ne fait pas de différence. Et le résultat est donc le même qu'ici, avec une perte de surplus total, qui est un peu la contrepartie de la possibilité d'obtenir une recette fiscale. Donc on dit parfois que les impôts coûtent plus cher que la recette. Ça correspond à quoi? Ça correspond simplement au fait que la recette, c'est le rectangle rouge. C'est un transfert des acheteurs de terrain et des vendeurs de terrain dans la caisse publique, mais qui a un coût additionnel correspondant à ce triangle
perdu pour tout le monde. Nous avons vu dans cette leçon que toute intervention de l'État sur un marché libre, conduit à une destruction de surplus. Parfois plutôt à la charge des vendeurs, parfois plutôt à la charge des acheteurs, mais dans tous les cas, il y a une diminution du surplus total. Et ça vient en fait simplement du fait que l'intervention va empêcher des transactions mutuellement avantageuses, donc des transactions pour lesquelles il y avait un acheteur qui était prêt à payer plus que ce que demandait un autre vendeur qui n'a pas pu vendre, ou alors imposer ou conduire à des transactions qui ne devraient pas avoir lieu parce que le montant que l'acheteur est prêt à payer est en fait inférieur au montant que demande le vendeur, mais c'est compensé par une subvention, par un apport d'argent par les contribuables. Donc c'est ça la raison pour laquelle les interventions publiques réduisent le surplus total. Il faut donc avoir de bonnes raisons d'intervenir, des raisons que nous verrons dans la leçon suivante. Notez quand même encore avant que le rôle que les prix jouent, même lorsque l'État essaye de réguler les marchés par des contraintes de quantité. Donc même quand il imposait une quantité minimale de transactions ou une quantité maximale de transactions de terrain, eh bien dans ces deux cas, il fallait quand même dire quelque chose sur le prix que payent les acheteurs pour obtenir les terrains, pour ce qu'ils doivent payer pour obtenir les terrains, ou le prix qu'obtiennent les vendeurs en échange de céder les terrains. Donc les prix continuent de jouer un rôle dans tous les cas, quelle que soit la façon dont l'État intervient sur les marchés. Merci d'avoir suivi cette leçon et rendez-vous dans la prochaine.